Je ne vais pas revenir sur la carrière de Miyazaki en vous faisant un court résumé. Son aura est telle que concernant les films d'animation produits au Japon, on distingue les Miyazaki et les non-Miyazaki. Si bien que d'autres réalisateurs de films d'animation japonais, même son associé dans la création du studio Ghibli, Takahata, qui est tout aussi prolifique, sont quasi totalement éclipsés par l'aura internationale de Miyazaki. En même temps, jamais aucun maître de l'animation n'aura été autant récompensé à travers le monde. Multi-récompensé dans son pays, Oscar de meilleur film étranger aux États-Unis, sélectionné au César de meilleur film étranger en France, Lion d'or du Festival de Venise, Ours d'or au Festival de Berlin, première fois qu'un film d'animation gagne ce genre de prix. Après ses distinctions et sa réputation, il ne les a pas volées. J'ai jamais vu un réalisateur avec une telle longévité tout en gardant une si grande exigence envers lui-même. Même si, personnellement, je n'ai pas vraiment d'affinité avec Nausicaa et Le Vent se lève, Miyazaki est le seul réalisateur, à mon sens, qui a une carrière aussi riche mais surtout aussi homogène. Clairement, vous pouvez prendre tous ces films et changer leur date de sortie, cela n'enlèvera rien à leur succès, car en plus d'être universels, ces œuvres semblent intemporelles. Mon voisin Totoro a plus de 30 ans et n'a toujours pas pris une ride. Parlons maintenant de son rapport avec la nature. Quelques recherches sur lui le définissent assez rapidement comme un écologiste. C'est vrai que ses films sont proches de la nature, mais sont-ils vraiment écologiques? Des paysages verdoyants, des rivières abritant la vie ou encore cette fascination sans fin pour le vent font de Miyazaki un adorateur de la nature et du vivant. Il n'y a qu'à, en plus de regarder ses films, admirer le musée Ghibli à Tokyo, contrastant forcément avec un parc à thème Disney. Là où les fans de Mickey s'émerveilleront devant un gigantesque donjon, ceux de Totoro préféreront voyager à travers une forêt magique. Malgré cette caractéristique du maître, ses œuvres ne paraissent pas particulièrement écologiques. Enfin, je veux dire, ces films relèvent davantage du constat que de la prévention. Or, l'écologie, c'est de la prévention. Oui, vous allez me dire que montrer des scénarios de catastrophes écologiques est une sorte de prévention, mais je pense que son œuvre est davantage un constat. L'homme et la nature ne vivent plus en harmonie. Et j'irai même plus loin en disant que pour Miyazaki, l'homme moderne a oublié son lien avec la nature. À travers ses œuvres, Miyazaki a toujours questionné le lien, entretenu ou non, entre ses personnages et la nature. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est ce lien, cette relation qui définit en partie la majorité de ses personnages. Tout d'abord, beaucoup de films de Miyazaki, et c'est ce qui fait leur force et leur originalité, ne possèdent pas de méchants, ou en tout cas d'antagonistes. Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Le Vent se lève, et dans une moindre mesure, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, je considère qu'il n'y a pas de méchants dans Porco Rosso. Mais avant de crier à l'hérésie dans les commentaires, attendez 2 petites semaines que sorte ma prochaine chronique, Miyazaki et Porco Rosso. Quoi qu'il en soit, dans beaucoup de films du maître où il y a des antagonistes, leur méchanceté, ou en tout cas leur opposition aux protagonistes, est la conséquence d'une mauvaise, voire d'une non-compréhension de la nature. Dans Nausicaa, pause. Sachant que ce n'est pas son film le plus connu, je vais en faire un court résumé. Dans un futur post-apocalyptique, la Terre est beaucoup trop polluée et l'humanité s'est presque éteinte. Il reste néanmoins quelques communautés qui ont survécu. Une forêt toxique, le Fukai, habitée et protégée par des insectes géants, les Homus, s'étend de jour en jour et menace les communautés humaines. La communauté des Tolmecs opte pour un plan visant à détruire cette forêt, alors que Nausicaa s'y oppose, ayant compris que le Fukai a été créé par la Terre dans le but de purifier l'atmosphère. Fin du résumé. Les Tolmecs qui s'opposent à la princesse ne veulent pas brûler le Fukai pour le simple plaisir de détruire un écosystème, mais pour se protéger et assurer leur survie. Leur plan se fonde sur une vision erronée du Fukai et des Homus, donc une vision erronée de la nature. En soi, dans Nausicaa, on peut difficilement qualifier les Tolmecs de méchants. D'antagonistes, oui, mais pas de méchants. Prenons un exemple. Imaginons que demain on estime à tort que les abeilles propageraient un virus qui menacerait toute l'humanité. Il aurait fort à parier que beaucoup d'entre nous, enfin je veux dire la quasi-totalité, prônerait une extermination de ces dernières. Cela ferait de nous des méchants ou des ignorants. En parlant d'ignorance, mention spéciale à ceux qui sont envoyés par l'empereur pour tuer le dieu cerf car sa tête offrirait la vie éternelle. Cette volonté de protéger les siens, parfois même au détriment de la nature, nous amène à une autre antagoniste. Dame Eboshi dans Princesse Mononoke. Perceptible dans un premier temps comme une méchante, alors que c'est simplement une femme forte se battant pour la prospérité et l'indépendance de sa communauté. Communauté persécutée et rejetée par la société en place. Si le manque d'harmonie et de compréhension de la nature tend à définir un personnage comme étant méchant, on peut dire que la réciproque est vraie. On peut même affirmer qu'un héros de Miyazaki est par définition un personnage vivant en harmonie et ayant une certaine connaissance de la nature. Je pense que l'un des personnages qui représente le mieux cette idée est Nausicaa. Elle comprend et utilise parfaitement le vent, élément de la nature fétiche au réalisateur, elle est capable de calmer et communiquer avec les Homus, elle perce le mystère du Fukai mais surtout elle l'analyse et comprend la nature avant d'agir. Rappelez-vous cette scène où elle rencontre Teto, le petit animal la mord jusqu'au sang. Alors que beaucoup auraient réagi sur le coup de la colère, la princesse s'est contentée de le laisser faire, comprenant que son agressivité n'était pas injustifiée mais résultait de sa peur.
En le comprenant rapidement, Teto devient son compagnon d'aventure et est même auprès d'elle lorsqu'elle est presque morte. Ensuite, s'il y a bien une héroïne de Miyazaki qui vit en parfaite symbiose avec la nature, c'est Princesse Mononoke. Abandonnée par des hommes et élevée par des loups, San rejette sa propre humanité et se définit elle-même comme une louve. Sa haine envers les hommes est proportionnelle à son amour pour la nature, symbole que ces deux notions pour Miyazaki sont difficilement conciliables. En continuant sur le rapport humain-nature, Miyazaki semble critiquer notre éloignement de la nature dans Mon voisin Totoro. Cette petite partie est uniquement le fruit de mon analyse personnelle, vous pouvez bien entendu la contredire dans les commentaires. Totoro est défini comme étant l'esprit de la forêt et étant invisible aux yeux des humains. Je pense surtout qu'il est invisible aux yeux de ceux qui ne savent plus être attentifs à la nature. Mei et Satsuki voient Totoro et peuvent même interagir avec, chose qui paraît impossible pour leur père, trop occupé à travailler sur son ordinateur. Miyazaki semble vouloir nous faire comprendre que le passage à l'âge adulte dans une société moderne, avec les problèmes et les responsabilités que cela engendre, nous éloigne irrémédiablement de la nature. Cette critique résonne d'autant plus au Japon, pays où ses habitants sont nostalgiques d'une ancienne société traditionnelle et d'un passé enjolivé qui a laissé place à la froideur de la société moderne. Pour Miyazaki, les enfants, grâce à leur sensibilité, leur sens de l'observation, mais surtout leur émerveillement devant les beautés de la nature, font partie des derniers garants de ce lien entre les humains et la nature et ses animaux. Et pour le coup, j'ai trouvé un extrait d'une interview de Mamoru Hosoda qui semble partager la même vision de l'enfant que Miyazaki. Je voudrais parler des points communs entre les animaux et les enfants. Ils ont une vitalité que les adultes n'ont pas. Par exemple, les enfants adorent imiter les chiens. Il y a vraiment une sorte d'affinité entre les petits et les animaux. En plus de questionner notre rapport en tant qu'humain avec la nature, Miyazaki nous incite, en tant qu'adultes, à prendre exemple sur les enfants. À travers sa filmographie, les enfants sont les plus sensibles et les plus attentifs aux formes de vie non humaines. En y réfléchissant, il n'y a même que les enfants, enfin on va dire les plus jeunes de ces films, qui entretiennent un lien étroit avec le monde animal. Bien sûr, comme vu précédemment, on peut citer Mei et Satsuki dans Mon voisin Totoro, mais aussi Kiki la petite sorcière avec son chat Gigi, Clarisse enfant avec son chien dans le château de Cagliostro, Nausicaa avec Teto ou encore la fascination de Sosuke pour Ponyo. Alors que du côté des adultes, c'est déjà plus difficile d'en trouver qui entretiennent un lien avec un animal. Ce qui souligne encore mon analyse que le passage à l'âge adulte dans une société moderne, avec les problèmes et les responsabilités que cela entraîne, tend à nous éloigner de la nature et des animaux. On peut même encore pousser l'analyse un peu plus loin, certains vont même dire que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais selon Miyazaki, le fait de devenir un adulte semble nous éloigner des animaux. Prenons pour exemple Kiki la petite sorcière. C'est l'histoire d'une adolescente de 13 ans qui est en passe de devenir une adulte. Elle quitte le foyer familial à la recherche d'une ville pour s'y installer et débuter sa jeune vie. Intégration dans une nouvelle ville, premier jeu de séduction avec un jeune homme, création de sa micro-entreprise, le film nous conte sa transition entre l'enfance et le monde adulte. Et en devenant adulte et surtout en rejoignant une grande ville, Kiki va perdre son innocence d'enfant et son lien avec la nature va s'altérer. Au début du film, Kiki l'adolescente est très proche de son chat Gigi et lui parle même sans arrêt. À la fin du film, Kiki adulte ne peut plus communiquer avec Gigi qui a perdu la parole, ou peut-être qu'elle n'est plus en mesure de le comprendre, symbole de son passage dans le monde des adultes et donc de son éloignement avec le monde animal. Autre caractéristique, chez Miyazaki, la nature n'est pas composée de 3 oiseaux qui chantent et de Bambi avec sa maman. Il ne cherche pas à dépeindre une nature simple, naïve, inoffensive à laquelle nous devons prendre soin, à l'image d'un grand frère qui s'occupe de sa petite sœur. Non, Miyazaki remet les choses dans l'ordre et nous rappelle que la nature n'est pas notre petite sœur, jeune et fragile, mais notre mère, ancienne et robuste. Et que nous devons respecter cette nature. Pas seulement pour avoir bonne conscience, mais pour être reconnaissant et éviter qu'elle se retourne contre nous. C'est important de le préciser encore une fois. En soi, l'écologie, ce n'est pas « protégeons la Terre, sinon elle va mourir », c'est « protégeons la Terre, sinon elle va nous tuer ». Dans son œuvre, Miyazaki nous montre l'humilité que nous devrions adopter face à la nature, tout en nous démontrant qu'elle peut être menaçante et dévastatrice. Comme vu précédemment, le Fukai dans Nausicaa est un des exemples les plus frappants, tout comme la puissance des animaux et des divinités dans Mononoke. Sans oublier le dieu cerf, être a priori pacifique à l'image de la nature chez Miyazaki, une fois mis en danger, en l'occurrence il s'est fait couper la tête, il devient incontrôlable et dévastateur, les humains n'ayant plus aucune chance contre lui. Le tsunami dans Ponyo sur la falaise en est un autre exemple. La nature peut se montrer d'une puissance impressionnante et cruelle, et peu importe notre avancée technologique, nous sommes et resterons toujours à sa merci. On a bien compris, pour Miyazaki, l'homme et la nature ne vivent plus en harmonie. Et alors, quelles en sont les conséquences? Continuons donc en parlant d'une théorie qui semble chère au réalisateur, la théorie de l'effondrement civilisationnel. Partons sur une petite définition.
Ce genre de théories sont relatives au déclin imminent du monde industriel contemporain qui inclut l'extinction de nombreuses espèces vivantes, dont l'espèce humaine, et qui s'inscrivent dans un processus d'effondrement global envisageable, provoqué directement par le mode de fonctionnement anthropique contemporain. En vulgarisant un peu tout ça, notre mode de production, de consommation et de vie en général nous conduira à l'extinction. L'effondrement arrivera lorsqu'une très grande majorité de la population n'arrivera plus à avoir accès aux besoins primaires, eau, nourriture, logement, mais également à d'autres besoins fournis par la société, transport et sécurité entre autres. A noter qu'il existe plusieurs hypothèses liées à ce genre de théorie. Déjà, certains pensent que cela ne se produira jamais, et d'autres pensent que c'est déjà trop tard et que l'espèce humaine va s'éteindre. Et entre les deux, on trouve un peu de tout. Ceux qui prédisent que la majorité de la population pourra y survivre, et d'autres qui pensent qu'en quelques années, la population mondiale passera de 7,5 milliards à une poignée de millions. Et Miyazaki dans tout ça, contrairement à la joie et l'optimisme véhiculés à travers ses créations, Miyazaki est très pessimiste sur l'avenir de l'humanité. Même s'il avoue, du haut de ses 78 ans, qu'il ne verra pas de ses propres yeux la fin du monde, il croit tout de même à un effondrement de nos civilisations sans précédent. Incomparable à la chute de l'Empire romain ou de la civilisation égyptienne, car cet effondrement dans notre société mondialisée n'épargnera personne. D'ailleurs, petite parenthèse, dans une interview accordée tout début 2005 à The New Yorker, il confie qu'il aimerait qu'arrive un jour une ère apocalyptique où la végétation sauvage reprendrait ses droits sur Terre. Il aimerait donc un effondrement. Les exemples dans ces films sont assez nombreux. Nausicaa nous présente une civilisation humaine post-effondrement, Princesse Mononoke montre l'opposition féroce entre l'homme et la nature à l'origine d'un effondrement, et d'une certaine façon le château dans le ciel et le château ambulant peuvent entrer dans cette catégorie, mais de manière plus subtile. Avant de développer ces deux derniers exemples, je tiens également à préciser que Miyazaki ne paraît pas intéressé par l'effondrement de nos civilisations pour le simple plaisir de nous voir tous mourir, mais semble davantage intéressé par la reconstruction, la renaissance, le jour d'après. Bien que nous n'avons parfois pas une grande estime de notre espèce, nous sommes forcés de constater que nous sommes l'une des espèces les plus solidaires, et surtout en cas de coup dur. Regardez les aides qui affluent de toutes parts lorsqu'une partie de l'humanité est touchée par un drame. Oui, l'humain possède une capacité de tout détruire, mais également une capacité de tout reconstruire. Et si Miyazaki ne s'intéressait pas à cet effondrement supposé de notre civilisation, dans le but d'être témoin et de constater la renaissance de l'humanité? Cet effondrement transformerait une humanité plutôt égocentrique et individualiste vers une humanité encore plus solidaire et vivant en harmonie avec la nature. Miyazaki pense alors que les humains ne pourront pas se transformer et évoluer vers une meilleure version d'eux-mêmes sans passer par un effondrement de leur système. Nausicaa présente des sociétés à l'intérieur desquelles les membres sont soudés et travaillent dans une optique de développement et de survie commune et non personnelle. C'est cette humanité que Miyazaki cherche à transposer dans ses œuvres. Dans Le Château dans le ciel, la Pyuta doit s'effondrer et se sacrifier partiellement pour faire face à la cupidité des hommes, avant de pouvoir faire renaître une petite Pyuta. Tout comme la Terre dans cette théorie de l'effondrement, la Pyuta semble prête à faire des sacrifices pour sa survie, même si cela conduit à une partie de sa destruction et des espèces y résidant. Et comme si le symbole n'était pas suffisant, la Pyuta se sépare majoritairement de ses constructions artificielles pour laisser place et remettre au premier plan sa végétation. Dans une moindre mesure, le château ambulant semble nous offrir une allégorie de cet effondrement puis d'une renaissance de notre société. Le château ambulant ne peut se transformer, il doit se détruire pour faire renaître une version plus petite de lui-même. À l'image d'un phénix pour qui une transition de la vieillesse vers la jeunesse ne peut se faire en évitant l'étape de la mort. Que comprendre de ces films ? Je ne pense pas que Miyazaki tente de créer une conscience écologique chez ses spectateurs. Je pense qu'il cherche simplement à s'interroger lui-même sur l'avenir de ce monde. Pour lui, le divorce entre l'homme et la nature semble consumé, et seul un cataclysme, un effondrement pourra restaurer ce lien perdu. En résumé, il prédit la chute de l'humanité, mais également sa renaissance, plus petite, plus humble et plus en harmonie avec la nature. Cette chronique est terminée, même si elle sort avec pas mal de retard, j'espère qu'elle vous plaira autant que moi j'ai pris de plaisir à la faire. En tout cas, je suis pressé de voir vos commentaires, et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, et je remercie également ceux qui font un tour sur Tipeee. Bon, allez, à bientôt.